ressens ce frisson, ce poids dans l'air, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Il est là, tapis dans l'ombre, une présence intangible qui t'observe. Ses pas résonnent sur le sol froid de ton couloir. Un murmure de mort glisse sur tes murs. Le vent porte avec lui une odeur ancienne, celle du sang séché, des bougies consommées et du cuir de cape lourde d'antan. Tu pourrais reculer, et ton regard s'accroche à l'obscurité, cherchant une silhouette entre les colonnes effritées. Il est là, immobile, ou peut-être qu'il n'a jamais cessé de te fixer. Son ombre danse sur les murs, indistincte et menaçante. Une chose qui ne devrait pas exister, mais qui respire. Pourtant, une rumeur, une légende, un cauchemar qui refuse de mourir. On l'appelle Dracula. Résonne avec un goût métallique dans la langue. Comme un serment interdit. Une malédiction que nul ne devrait prononcer. Il ne s'agit pas d'une simple histoire. C'est pas un conte qu'on partage au coin du feu. C'est une vérité, enfouie sous des siècles de peur et de superstition. Une ombre qui persiste. Et toi, es-tu prêt à y croire? Ou veux-tu la vérité? Tu le sens, cette attirance insidieuse, ce frisson d'interdit qui te parcourt lorsque tu entends prononcer son nom. Une fascination ténébreuse, une soif que tu ne peux expliquer. Pour comprendre la légende de Dracula, il faut plonger dans l'histoire trouble d'une terre où la peur a forgé des mythes inébranlables, la Transylvanie. Une région où le vent chuchote encore les récits d'ombres affamées, où le sang et la nuit se mêlent dans une danse funeste. Le personnage central de cette légende, souvent associé à la silhouette élégante et funeste du vampire, trouve ses racines dans un homme qui a fait trembler ses contemporains, Vlad Tepes, dit Vlad l'Empaleur. Prince de Valachie au XVe siècle, il était bien plus qu'un simple souverain, il était une incarnation du châtiment, un monstre de chair et de stratégie. Ses ennemis n'avaient qu'une certitude, celle d'une agonie lente et inhumaine sous la danse macabre des pieux dressés en forêt de mort. Mais d'où vient ce lien entre Vlad et Dracula? Un nom, un titre, une malédiction murmurée. Draculéa, fils du dragon en hommage à son père, membre de l'ordre du dragon. Mais le sang qui imprégna ces terres ne pouvait qu'engendrer une autre vérité, plus obscure, plus effrayante. Les récits le métamorphosèrent, l'élevant au rang de légende infernale, lui accolant un autre sens. Dracule, le démon. Un nom qui ne devait plus jamais être oublié, pas même par toi. Oh, j'ai eu peur à un moment donné, j'ai cru que Marcus il allait partir avec Dracula, il était parti pour. Alors, le mythe trouve donc son fondement dans une figure historique. Mais il s'est nourri bien plus que ça. Imaginez un ordre chrétien fondé pour défendre la foi contre l'envahisseur ottoman. L'ordre du dragon. Une noble mission, une organisation sacrée. Enfin, sur le papier. Parmi ses membres, on compte Vlad II, père de Vlad III, l'Empaleur, qui porte fièrement l'emblème du dragon. Je le mets ici. L'emblème du dragon, vous voyez, la croix, avec le dragon ici que vous voyez, que sa queue repart sur son cou pour l'étreindre, l'enchaîner, le dominer. Symbole de protection divine. Ironique, n'est-ce pas? Quand on pense que cet ordre, fondé par la piété chrétienne, est engendré l'un des plus grands tyrans sanguinaires de l'histoire. Vlad III allait hériter du doux nom de Dracula. Je vous mets ici la liste d'écriture de Dracula. Ce Dracula signifie fils du dragon. Mais l'histoire, avec le temps, transforma ce nom en autre chose. Dracul, le démon. Là où l'ordre se voulait un rempart contre l'infamie, Vlad III en devint l'illustration vivante, surpassant en cruauté les ennemis qu'il combattait. La peur, nourrie par ces méthodes de cruauté extrême, le transforma en une créature mythique, un être qui transcende l'humain pour s'ancrer dans le cauchemar collectif. Et si, finalement,
ce n'est pas la foi qui forgeait les légendes, mais bien la terreur qu'elle prétend combattre. L'évolution du mythe s'est opérée grâce à une combinaison d'exagérations locales, de peurs collectives et de l'imagination d'écrivains comme Bram Stoker, qui a donné naissance au mythe littéraire de Dracula en 1897, mais aussi Émilie Gérard, dont les travaux sur le folklore roumain ont inspiré Stoker, ou encore William Wilkinson, qui mentionna Vlad l'Empaleur dans ses descriptions de la Valachie, alimentant ainsi l'imaginaire européen. Les marchands saxons du XVe siècle, ayant assisté à l'horreur des exécutions massives orchestrées par Vlad l'Empaleur, ont dépeint un homme plus proche d'un démon que d'un roi. Dans leurs récits, les paysages de la Valachie se transformaient en tableaux cauchemardesques, des forêts de corps empalés bordant les routes et des rivières teintes du sang de ses victimes. Ces histoires, portées par la crainte et l'émerveillement morbide, furent amplifiées par les troubadours et voyageurs, chaque détail ajouté accentuant l'aura de terreur qui entourait Vlad. Lorsque la littérature romantique du XIXe siècle s'est emparée de ces récits, elle leur a insufflé un souffle surnaturel, transformant la réalité brutale en une légende éternelle. Stoker s'est inspiré de Vlad l'Empaleur, mais a également puisé dans des légendes folkloriques sur les Strigois, des revenants buveurs de sang présents dans la mythologie roumaine. Le Dracula de Stoker, aristocrate ténébreux et immortel, a donc fusionné des éléments réels et fictifs pour devenir un symbole de l'horreur gothique. Dracula n'est pas qu'un personnage historique ou littéraire. Il incarne cette peur viscérale. Mais cette peur ne vient pas de son règne brutal. Elle trouve ses racines dans un monde en proie de chaos et de guerre. Cette guerre fait face au sultan Mehmet II. Mais pour reprendre vraiment l'origine, il faut savoir que Vlad lui-même avait été élevé par l'Empire ottoman, combattu avec les Ottomans et élevé dans la cour ottomane. Plus tard, il revient donc dans son pays, et c'est là que commence un peu le trouble, c'est qu'il doit payer tous les ans un tribut aux Ottomans. Alors il devait payer en tribut d'or 10 000 ducats d'or, c'est une monnaie vénitienne. Il devait payer aussi un tribut par an de 500 enfants qui étaient destinés à devenir des génissaires. C'était des soldats d'élite dans l'armée ottomane. Donc en 1461, des émissaires du sultan viennent chercher leur tribut. Et là, Vlad nous l'a fait un petit peu à la Spartiate, il a tué les émissaires. C'est ce refus de payer qui déclencha la grande guerre entre lui et Mehmet II en 1462. Face aux envahisseurs, Vlad l'Empaleur n'a pas simplement combattu. Il a semé une terreur en érigeant des forêts de corps empalés pour repousser l'ennemi. Les soldats turcs, pétrifiés par cette vision d'horreur, rapportaient ces récits dans leur empire, où Vlad devient plus qu'un chef de guerre. Il était un monstre, une créature infernale, dont ses actes défiaient l'humanité. Et pourtant, c'est ces mêmes Ottomans qui lui offrirent sa terrible réputation, le surnommant Kazikli Bey, qui voulait dire le seigneur empaleur. Peu importe l'absence de preuves tangibles, c'est la peur elle-même qui le rend réel. Avec le temps, Vlad est devenu plus qu'un homme, une figure immortelle d'un cauchemar collectif. Mais est-ce vraiment sa légende qui hante nos esprits, ou quelque chose de plus ancien et plus profond qui nous observe dans l'obscurité? Les légendes vampiriques ont toujours existé, bien avant Vlad l'Empaleur. Des récits anciens, transmis de bouche à oreille, parlaient d'êtres nocturnes capables de vider leurs victimes de leur sang. En Transylvanie, la peur des morts revenants était si enracinée qu'on allait jusqu'à ouvrir les tombes pour planter des pieux dans les cœurs des défunts. Ces actes macabres étaient alimentés par des visions terrifiantes, des corps étrangement conservés, des saignements inexpliqués sur des cadavres, ou des épidémies qui semblaient surgir du néant. La porphyrie, une maladie rare, pouvait rendre la peau hypersensible à la lumière et colorer les dents d'une teinte rougeâtre, renforçant l'image du vampire assoiffé de sang. Quant à la tuberculose, ses symptômes, amaigrissement, toux sanglante, renforçaient l'idée que des forces surnaturelles rôdaient dans l'ombre. Ces croyances populaires, conjuguées à la terreur suscitée par Vlad l'Empaleur et son régime de fer, ont nourri un mythe qui continue de hanter l'imagination collective. Les descriptions de Vlad l'Empaleur,
ses crimes et la peur qu'il inspirait ont été amalgamés à ses récits. Pourtant, aucune preuve historique directe n'associe Vlad au vampirisme. Il est simplement devenu une toile de projection idéale pour les angoisses et superstitions de l'époque. Nous sommes à un croisement entre histoire, folklore et peur collective. Depuis des siècles, la population de Transylvanie et de Valaquie se transmettent des histoires d'horreur, de revenants, de strigoi, et d'êtres qui reviennent hanter les vivants. Les croyances locales, enracinées dans des rituels et des superstitions, ont trouvé en Vlad l'Empaleur un sujet parfait pour s'incarner en cauchemar. Les anciens disaient qu'on pouvait entendre le cri des damnés souffler dans le vent de la forêt, que les cadavres laissés empalés en haut des collines semblaient continuer à fixer ceux qui les regardaient. Alors avec le temps, la peur devient une arme, et ces récits furent amplifiés, transformés en outils de dissuasion. Était-ce un avertissement pour les ennemis ou une mise en garde pour ceux qui osent prononcer son nom? Peut-être que la vraie question est de savoir si ces contes sont nés de l'horreur elle-même ou si elles ne sont qu'un reflet de peur ancestrale. D'un point de vue rationnel, Dracula est un phénomène culturel. La peur des vampires trouve ses racines dans des phénomènes naturels mal compris. Des maladies telles que la porphyrie, qui entraîne une hypersensibilité à la lumière et une décoloration des gencives, donnant l'illusion de crocs allongés. La rage, qui provoque une aversion à l'eau et une agressivité extrême, pouvant rappeler un comportement vampirique, ou encore la tuberculose, avec ses toux sanglantes et son amaigrissement cadavérique, renforçant l'image d'un être consumé par une faim insatiable, qui éclaire les symptômes associés au mythe, des rites funéraires exagérés qui consistaient parfois à ouvrir les tombes pour y planter un pieu dans le cœur du défunt, à brûler son cadavre ou à lui couper la tête afin d'empêcher son retour parmi les vivants, et une méconnaissance scientifique. D'un autre côté, la légende perdure parce qu'elle comble un besoin humain. Dracula représente nos peurs primales, la mort, la maladie, la perte de contrôle. Le vampirisme, lui, symbolise un désir interdit, l'immortalité au prix de l'humanité. Dracula n'est pas qu'un mythe. Enfin si, pas seulement un mythe. C'est, après tout, qui n'a jamais rêvé d'échapper à la mort, d'avoir une force surhumaine, d'être libéré des chaînes du temps? Mais voilà, tout pouvoir a un prix. Et celui-ci se paye au prix du sang, en solitude, en damnation. Alors, Dracula est-il un cauchemar à fuir ou une tentation à laquelle nous résistons? Chaque légende porte en elle un avertissement à la tentation. Dracula est le reflet de ce qu'on redoute, mais aussi de ce qu'on convoite. Peut-on pour autant le réduire à un simple monstre de fiction? Ou est-il l'incarnation d'un pacte que nous hésitons à conclure? Dracula est un point de rupture entre la vie et la mort, entre l'envie et l'effroi. Il est la promesse d'une éternité à un prix impensable, un pacte silencieux où l'on craint autant qu'on désire se perdre. Sa légende oscille entre fascination et répulsion, une danse macabre où l'on ne sait jamais si l'on veut fuir ou succomber. La lumière vacille, l'ombre s'étend. Sommes-nous face à une invention humaine ou à une vérité insidieuse qui attend patiemment son heure? Que l'on choisisse de le voir comme une invention ou une réalité symbolique, Dracula demeure un personnage immortel, non pas grâce à ses crocs, mais par son impact culturel et psychologique. Et comme toute belle histoire ont une fin, la sienne ne fut pas terrible, non. Vlad III, celui que l'histoire a sculpté comme un monstre, n'a pas connu une fin digne de roi, non. Ni une fin digne d'un démon, non plus. Son propre frère, Radu le Beau, favorisé par l'Empire ottoman et aidé par la noblesse valaquie, lui arracha le trône, le poussant à s'exiler en Hongrie. Le roi, Mathias Corvin, tiens, Corvin, ça me dit quelque chose ce nom-là, Corvin. Ça vous rappelle pas quelqu'un dont je fais passer les extraits depuis tout à l'heure du film? Enfin bref. L'Empaleur fut donc prisonnier dans les geôles hongroises pendant plus de 12 ans. Un spectre enfermé
dans l'obscurité d'un cachot. Et il eut quand même, malgré tout, pendant ses plus de 12 ans, une vie à côté. Alors l'histoire a finalement un petit rebond. Mathias Corvin ira l'aider pour récupérer son trône. Il récupérera brièvement. La mort le rattrapera finalement en 1476. Tué sur un champ de bataille ou assassiné, on ne sait pas bien. Les Ottomans lui arrachèrent la tête, la planta sur un pieu et l'emmena en trophée à Constantinople, à Mehmet II. Son corps, lui, disparut dans les plaines de Valaquie, sans sépulture connue. On peut dire qu'il est mort en homme, ou comme une bête. Tout dépend les récits que vous lisez. Ainsi s'achève l'histoire de Dracula, de Vlad III l'Empaleur. Mais j'ai une question pour vous qui va tout remettre en question. Dracula a-t-il vraiment existé ? Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Je